Bonjour. Je me suis rendu compte que je n'ai pas la moindre idée de où est-ce que j'ai mis le document qu'on avait commencé à étudier la dernière fois. Donc du coup, on va reprendre. Je me suis aussi rendu compte que j'avais oublié d'activer l'enregistrement de mes lives jusqu'à présent. Et donc du coup, les premiers lives n'ont pas été enregistrés. Du coup, je vais refaire un petit point sur qu'est-ce qui se trame ici. Pour déjà les gens qui arriveraient possiblement là tout de suite maintenant en cours de route et qui n'ont jamais vu un de mes lives. Mais je vais faire un petit peu le point aussi sur c'est quoi le concept. Attendez, mes lunettes sont cracra. Et ouais, du coup, on va refaire un petit point sur le concept, comme ça, en vidéo replay, les gens pourront avoir les informations. Puisque je doute que tout le monde soit là en live, hein, sachant qu'actuellement, il y a 0 personne qui me regarde. Donc, du coup, si jamais vous êtes tombé sur ce live en cherchant la catégorie Breath of the Wild, ne vous en faites pas. Vous ne vous êtes pas fait avoir. On va effectivement parler de Breath of the Wild. On va juste pas y jouer aujourd'hui. Alors, principalement parce que je ne sais pas où est mon adaptateur pour brancher la Switch. Et que mon salon est en plein travaux. Enfin, c'est compliqué. Mais bref. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? On parle de l'écologie dans Breath of the Wild. Alors déjà, on va faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que l'écologie, parce que l'écologie, c'est pas ce que vous pensez. L'écologie, je vais mettre un truc d'illustration, mais je la connais la définition. Voilà, par exemple, la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement de vie. Moi, généralement, ce que je dis, c'est que l'écologie, c'est effectivement la science qui étudie les êtres vivants, leurs relations entre eux et avec leur environnement. En fait, on parle de facteurs biotiques pour tout ce qui est vivant et abiotiques pour tout ce qui n'est pas vivant. Par exemple, la température, l'humidité, tout ça. Et du coup, l'écologie, en fait, aujourd'hui, ça a une connotation écologie politique, alors qu'à la base, c'était une science, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. En fait, c'est juste que quand tu étudies les êtres vivants et les écosystèmes, tu te rends vite compte que l'humain a un impact un petit peu partout et qu'il y a beaucoup d'actions humaines qui détruisent ces êtres vivants et ces écosystèmes. Et du coup, de fil en aiguille, ça a fini par devenir une cause, une lutte. Mais l'écologie, à la base et aujourd'hui encore, c'est une science avant tout. Et donc du coup, nous, on va faire l'écologie de Breath of the Wild. Parce que Breath of the Wild, si jamais vous y avez joué, ou si vous en avez vu des images, vous savez que c'est beaucoup de paysages différents. Il y a vraiment des choses extrêmement variées. Là, on est sur une plaine avec des petits bosquets. Ici, on va être sur une lande avec des herbes. On voit qu'il y a de la montagne au loin. Ici, on voit qu'il y a un volcan, alors qu'on se trouve dans un marais. Là, on est dans une zone plus désertique. C'est extrêmement variable comme environnement. Il y a de la plaine, il y a de la lande, il y a de la forêt. Il y a de la forêt plus ou moins dense, il y a de la montagne, du volcan, du désert, 2 types de déserts différents. Il y a de la jungle, il y a des cours d'eau différents, il y a la mer. Enfin bref, c'est extrêmement riche. Et c'est pas juste que c'est riche en termes d'ambiance comme ça vite fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont représentées. Beaucoup d'espèces animales, beaucoup d'espèces végétales. Alors les espèces animales, on les connaît plus parce que on peut les chasser. Donc on peut chasser des sangliers, des loups, des ours, des biches, tout un tas d'oiseaux différents. Il y a énormément. Par rapport au monde réel, c'est sûr que c'est une diversité qui est ridicule. Mais dans un contexte de jeu vidéo, c'est une diversité qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est très très cool, c'est très très chouette. Et c'est un peu ça qu'on a envie d'étudier, nous, avec ça. Et on a aussi surtout envie d'étudier la diversité végétale. Parce que oui, vous ne me connaissez peut-être pas, mais moi, mon truc, c'est le végétal avant tout. Les animaux aussi, c'est cool, mais les plantes, ça l'est encore plus. Et en fait, on se rend pas forcément extrêmement compte quand on regarde comme ça un screenshot de loin. Hop. Mais en fait, si on commence à regarder dans le... Genre là, si on regarde vite fait, on a l'impression, en gros, il y a de l'herbe, et il y a des arbres, et que c'est le même type d'arbre, et que la diversité est pas si grande. Mais si on commence à se pencher un petit peu, on se rend compte que, tiens, là, en fait, il y a des
il y a des petites feuilles ici, et puis là-bas, il y a des fleurs. Et puis il y a les feuilles, elles sont pas pareilles. Et puis là aussi, ça a l'air d'être pas pareil ce qui se passe par là-bas. Et oui, les arbres ici dans cette zone sont tous les mêmes, mais on voit là déjà qu'il y a des petits buissons, et puis qu'au loin, ça a pas l'air d'être les mêmes arbres. En fait, quand on zoome, on se rend compte que le jeu regorge d'une diversité végétale. Alors une fois encore, c'est pas forcément la même diversité que dans le vrai monde, hein. Ça reste un jeu qui a été codé par des gens. Mais toujours est-il qu'il y a une diversité végétale existante et assez intéressante. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Eh ben, on va aller faire l'inventaire des espèces qui sont présentes dans l'intégralité du jeu. Donc on va aller faire l'inventaire des plantes, l'inventaire des animaux, parce que c'est un peu les seuls trucs qu'on peut faire, en s'inspirant de protocoles de la vraie vie véritable, parce que, bah oui, quand on veut étudier un vrai écosystème, ou même un paysage, un ensemble d'écosystèmes, et ben ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain et on fait l'inventaire de tous les êtres vivants qui sont sur place. Et quand on peut, on fait aussi la cartographie du relief, même si c'est un petit relief, on va prélever des données sur le sol, sur l'eau. Là, c'est des choses qu'on va pas pouvoir faire parce qu'on est dans un jeu vidéo. Je peux pas creuser pour savoir à combien de centimètres d'épaisseur par couche de sol. Je peux pas aller faire des prélèvements d'eau pour avoir l'oxygénation et la concentration en nitrate et en machin et tout. Non, ici, on va se limiter à identifier visuellement les espèces qui sont présentes. Et ça, déjà, ça implique qu'il faut qu'on sache comment s'appellent ces différentes espèces. Alors, bien évidemment, une fois encore, c'est des espèces qui sont inventées. Pour les espèces animales, c'est extrêmement facile, je les prends en photo dans le jeu, et le jeu me dit c'est quoi leur nom. Pour les espèces végétales, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'une partie des espèces végétales et des champignons sont des ingrédients pour faire des potions, et donc du coup, ces plantes et champignons, je connais leur nom. Au passage, oui, les champignons ne sont pas des plantes. Mais pour le reste des plantes, pour l'intégralité des plantes du jeu, enfin quasiment l'intégralité des plantes du jeu, il n'y a pas de nom associé. Sauf que moi, botaniste, quand je vois ces plantes, je les reconnais. Je les reconnais pas toutes parce que c'est un jeu japonais et qu'il est très clair que les développeurs sont inspirés de vraies plantes, mais du coup très probablement des plantes qui côtoient eux au quotidien, et donc la flore japonaise, qui est certes semblable à la flore française sur certains points, mais quand même des plantes assez différentes. Et pour être allée au Japon, je peux vous assurer que j'étais complètement perdue, je reconnaissais pas les plantes, je reconnaissais pas les oiseaux, je reconnaissais rien du tout, c'était terrible. Même les écureuils, c'était pas les mêmes, j'étais toute perdue. Et donc, du coup, c'est mon premier défi, d'essayer de faire l'inventaire de ces plantes. Donc moi, dans un premier temps, de faire la liste de toutes les plantes qui sont présentes et de faire une sorte de petit guide d'identification pour les gens qui après vont participer. Parce que oui, la deuxième étape, c'est de faire l'étude des écosystèmes. Et donc pour ça, en fait, j'ai pris la carte du jeu, je l'ai divisée en carré. Alors là, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas sous la main. Mais bref, j'ai pris la carte, je l'ai divisée en carré et le but, c'est de mettre cette carte à disposition en ligne pour que n'importe qui puisse choisir un carré au hasard en lançant un dé et aller faire l'inventaire de cette zone-là. À quoi ça nous amène de faire l'inventaire de ces plantes et de ces animaux, hein. On fait pas ça que pour le kiff, même si on pourrait faire ça que pour le kiff. Je suis certes une personne bizarre qui aime faire ce genre de truc pour le kiff, je suis peut-être pas la seule, mais c'est pas juste pour ça qu'on fait ça. On fait ça parce que du coup, une fois qu'on sait toutes les espèces qui sont présentes, on peut les comparer d'un endroit à l'autre, d'un carré à l'autre en fait. Quand on fait une vraie étude, hein, dans le vrai monde, une fois encore, on fait ce qu'on appelle un cadra d'étude. Donc un cadra, c'est un carré. Voilà. Alors, il peut être petit, il peut être grand, il peut faire 1 mètre sur 1 mètre, 2 mètres sur 2 mètres, voire 4 mètres sur 4 mètres. Et dans ce cadra, on va identifier toutes les espèces qui sont à l'intérieur. On va noter précisément où est-ce qu'on a prélevé, prélevé ce cadra, ouais, en un sens, sur le terrain, sur une carte qu'on aura dessinée à l'avance. Alors nous, ici, on n'aura pas besoin de dessiner la carte à l'avance, puisque le jeu nous l'a fourni. Mais donc, on aura cette carte,
Et à partir de cette carte, on pourra venir comparer les différents cadras avec tout un tas de statistiques plus ou moins compliquées. Et ça, c'est la partie qui, moi, me fait le plus kiffer parce que je suis une personne bizarre jusqu'au bout et j'adore faire des statistiques. Et donc, du coup, on fait des stats sur ces différents cadras, sur les espèces qui sont présentes et ça nous permet d'essayer d'expliquer le fonctionnement des écosystèmes du jeu. Est-ce qu'il y a des espèces qu'on ne retrouve que dans certains types de milieux? Est-ce que du coup elles vont être liées à l'humidité, à la chaleur, au froid? Peu importe en fait, est-ce qu'elles sont liées entre elles? Est-ce qu'une espèce va toujours être présente avec une autre espèce? Est-ce que une espèce végétale va être plus ou moins présente avec une espèce animale? Enfin bref, des trucs comme ça et essayer de comprendre voilà, le fonctionnement global des espèces animales et végétales de Zelda Breath of the Wild et du coup de comprendre l'écosystème, les écosystèmes, comment est-ce qu'ils s'agencent ensemble, comment est-ce que tout ça, ça fait plop, plop, plop. Parce que oui, depuis tout à l'heure, j'utilise le mot écosystème, mais je ne l'ai peut-être pas défini très clairement. Un écosystème, c'est un ensemble à peu près cohérent de vivants et de non-vivants. Alors attendez, on va aller chercher une définition un petit peu plus... voyons voir. Un écosystème désigne un ensemble d'organismes vivants qui interagissent avec leur environnement. Ok, c'est exactement ce que je viens de dire et ça ne nous aide pas beaucoup. En gros, si vous voulez, un écosystème, ça va être une unité cohérente. Par exemple, une forêt, c'est un écosystème, mais la plaine qui est juste à côté, ça va être un autre écosystème. Mon jardin est un écosystème, mais le jardin du voisin est un écosystème qui est similaire. Si on a la même gestion de nos deux jardins, et ben du coup on peut considérer que c'est le même écosystème. Si on a des gestions très différentes de nos jardins, ben, par exemple ça va déjà être deux écosystèmes différents. C'est un peu flou, c'est pas forcément si précis que ça, c'est voilà. Mais en gros, quand on va parler d'un écosystème, on parle des êtres vivants et des conditions biogéochimiques que ça englobe, mais on reste sur une unité, sur quelque chose voilà, qui se ressemble, quoi, en gros. Alors que, du coup, dans notre étude de Zelda Breath of the Wild, on va étudier différents écosystèmes. Là, par exemple, si je reprends cette image, vous voyez ici, il y a un marais, ça c'est un type d'écosystème. On peut éventuellement considérer que l'île au milieu du marais, ça fait partie du même écosystème, mais en vrai, comme c'est à sec, ça va être plutôt différent. Mais en même temps, c'est un peu ça, justement, la question qu'on va se poser. C'est on va comparer les plantes et les animaux qui se trouvent dans la flotte, les plantes et les animaux qui se trouvent sur ce petit îlot, et on va pouvoir déterminer est-ce que oui ou non c'est le même écosystème. Mais du coup, vous voyez, là-bas, il y a de la forêt, là-bas, il y a le volcan. On a déjà fait un petit peu le point sur les différents écosystèmes qui pouvaient être présents dans le jeu. Mais donc du coup, en comparant ces différents écosystèmes, en fait, on va pouvoir étudier surtout le paysage. Le paysage, c'est l'assemblage de tous ces écosystèmes. En gros, le paysage, c'est tu te mets à un endroit, tu regardes devant toi, tout ce que tu vois, c'est un paysage. C'est très flou comme définition, on est d'accord, mais en gros, c'est l'idée. Donc voilà, du coup, je récapitule. Nous, on a envie d'étudier le fonctionnement des écosystèmes de Breath of the Wild. Pour ça, on va aller identifier les végétaux, les animaux qui sont présents dans le jeu. On va faire tout un tas de statistiques pour comparer ce qu'on trouve d'un endroit à l'autre et essayer de comprendre comment marchent ces espèces vivantes et comment marchent les écosystèmes dans lesquels elles vivent. En gros. Alors, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Dans les lives précédents, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé sur des sites, sur des moteurs de recherche en méthode, des moteurs de recherche de papiers scientifiques pour essayer de trouver des papiers scientifiques qui parlent d'écologie dans les jeux vidéo. On avait trouvé quelques trucs, on avait trouvé quelques petites choses qui parlaient de Red Dead Redemption, de WoW, d'autres jeux dont je me souviens pas le nom. Mais on n'avait pas trouvé grand chose. En fait, j'avais vraiment trouvé cet article qui parlait de WoW. C'est une thèse dont j'avais déjà entendu parler et qui a inspiré en fait pour moi la création de ce concept, de ce qu'on est en train de faire en live.
Mais là, c'était plus l'étude entre le lien entre nature et société, puisque c'était un thésard qui était encadré par une chercheuse qui travaille à l'intersection entre sciences sociales et écologie, et elle étudie la nature dans les œuvres de fiction, on va dire ça comme ça. Donc elle fait plutôt les livres, les films, dessins animés, tout ça. Mais son doctorant s'était concentré sur WoW, donc World of Warcraft, hein, un jeu en ligne, multijoueur. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter WoW si vous êtes sur Twitch. Enfin. Bref. Mais du coup, cette étude, elle portait plus sur quelles étaient les zones préférées des joueurs et comparer ça au pourcentage de nature présent. Du coup, ils utilisaient un truc où ils prenaient la quantité de verre et machin et tout. Et ce qui est une étude super intéressante, hein, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage vachement à aller lire ce travail et à aller lire de manière générale le travail de cette chercheuse, parce que c'est hyper intéressant. Mais nous, c'est pas exactement ce qu'on veut faire, parce que peut-être qu'on va inclure un lien société-écologie à l'avenir, mais pour l'instant, moi, j'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans cet inventaire, comme si on faisait vraiment l'étude écologique d'un vrai lieu, pour vous montrer en fait comment est-ce que ça marche. Une étude écologique, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait une étude, comment on fait un inventaire, comment est-ce qu'on fait un diagnostic, comment on fait les stats. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire ce travail-là avec vous pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Et puis qui sait que vous alliez faire ça dans votre jardin, j'en sais rien. Mais du coup, le lien en société, c'est pas trop ça. Et j'avais trouvé quelques articles plus de blogs qui parlaient effectivement des plantes dans les jeux vidéo, de ce genre de choses. Après, peut-être que j'ai pas été super exhaustive parce que c'était une recherche qui était assez compliquée à faire, puisque les termes écosystème, tout ça, c'est beaucoup, enfin paysage, c'est beaucoup utilisé dans des contextes qui ne sont pas leur truc d'origine. Et donc, du coup, ça noie vachement la recherche quand tu pars sur des sujets type jeux vidéo, quoi. Mais donc, du coup, on était tombé plus sur des articles de blog ou sur des choses comme ça qui parlaient en large de plantes dans les jeux vidéo. Éventuellement, on était toujours tombé sur des trucs qui montraient que les gens qui avaient joué à Red Dead Redemption, ils avaient une meilleure connaissance des vraies plantes, puisque c'est des vraies plantes qui sont présentées dans Red Dead Redemption, ce qui n'est pas notre cas dans Zelda Breath of the Wild, hein, parce qu'une fois encore, les développeurs se sont très clairement inspirés de vraies plantes, mais elles n'ont pas de nom, ou alors le nom qui est donné, c'est un nom fictif. Pareil pour les animaux, on va pas... disons que genre loup, ours, cerf, c'est vraiment ça le nom des groupes animaux, mais ils vont avoir par exemple ça y est, je sais plus c'est quoi les noms précis des bestiaux qu'on trouve, mais ça va pas être des noms d'espèces qu'on trouve réellement dans notre vrai monde. Et tout le monde sait à quoi ça ressemble un loup ou un ours. Disons que dans Breath of the Wild, on va pas avoir cet apport là de transférer les savoirs dans le vrai monde. Du coup, nous, c'était pas ça qui nous intéressait. Voilà. Nous, c'était pas qu'est-ce que le jeu vidéo peut m'apporter comme connaissance, qu'est-ce que le jeu vidéo peut m'apporter comme bien-être. Moi, mon idée, c'était vraiment, on fait l'étude des écosystèmes, comme si on faisait pour de vrai. Et donc, du coup, ça, c'était une première impasse, impasse. Ça a été intéressant, mais ça ne nous avançait pas forcément beaucoup. Et du coup, la deuxième étape de la recherche bibliographique qu'on a fait, c'est de commencer à regarder qu'est-ce qui se fait quand tu veux faire l'étude de paysage. Parce que oui, je vous dis qu'on est allé chercher ce qui s'était fait, mais ce que j'ai pas forcément pensé à préciser, c'est que c'est extrêmement important d'aller chercher ce que d'autres gens ont fait avant de faire ses propres recherches, déjà pour éviter de faire des doublons, mais aussi parce que on s'inspire des protocoles que eux ont utilisés, puisque potentiellement, en fait, ils ont réfléchi longuement sur le sujet, ça a été validé par leurs collègues
par la communauté scientifique qui a relu leur papier avant publication, et donc du coup, on est sur des protocoles qui sont potentiellement relativement solides, normalement en tout cas, et donc s'en inspirer, c'est plutôt une bonne façon de s'assurer que ce qu'on va faire, c'est pas de la merde. Et donc, en cherchant des protocoles pour faire de l'écologie des paysages, j'étais tombée sur un livre super intéressant. Alors, je m'étais retrouvée confrontée à la problématique que le livre n'est pas entièrement disponible gratuitement. Il est en grande partie, il manque juste quelques pages par-ci par-là, c'est un petit peu chiant, t'es en milieu d'un paragraphe et puis pouf, t'as pas la page suivante. Sauf que le truc, c'est que il fallait que j'aille à l'université de Toulouse pour m'inscrire à la BU, parce que oui, je ne suis pas étudiante et je ne suis pas affiliée à un organisme de recherche, un laboratoire ou quoi que ce soit. Donc du coup, je peux avoir accès, je peux m'inscrire à l'université de Toulouse, mais c'est une démarche qu'il faut que j'aille faire en présentiel, hein. Il faut que j'aille remplir un petit papier, tout ça machin. Et j'ai vérifié, et le livre que j'essaye de lire avec vous en live est disponible pour les gens abonnés à l'université de Toulouse. Donc du coup, il faut normalement que j'aille faire ça. Sauf que j'ai pas eu la possibilité de le faire depuis le dernier live, et donc du coup j'ai toujours pas accès à 100% du bouquin. Alors ça nous empêche pas de bosser dessus quand même. Mais voilà. En tout cas, c'est à peu près là qu'on s'en était arrêté la dernière fois. Par contre, le petit problème, c'est que je pense que j'ai complètement oublié de noter quel était le nom du livre. Et donc, il faut que je le retrouve. Et c'est un peu relou. Parce que, non, je ne l'ai pas téléchargé, puisque je ne pouvais pas le télécharger, vu que c'était... Zut, j'en perds mes mots. Je pouvais pas le télécharger, étant donné que c'était justement un livre pour lequel j'avais pas les droits. Donc, écoutez, je me souviens, on l'avait trouvé sur Google Books. Voilà. Si c'est pas beau. C'est magnifique. Landscape Ecology in Theory and Practice. Ça devait être ça. C'était ça ? J'espère. Est-ce qu'il y a une publication 2015 ? Il me semble que c'était ça. 2015, ça fait 10 ans quand même. Alors 10 ans dans la recherche, surtout la recherche en écologie, ça fait vieux. Mais quand j'avais regardé, ce livre est extrêmement cité encore aujourd'hui. Ça montre bien que c'est une bonne base. Et écoutez, c'est pas grave, on part là-dessus. Et puis, en fait, comment dire ? Je pense que tout ce qui va être vraiment paysage, va pas y avoir de grosses avancées en 10 ans sur les généralités, on va dire ça comme ça. Là où ça va potentiellement avoir beaucoup varié, c'est les modèles mathématiques. Parce que les modèles mathématiques, c'est de la recherche qui est faite en permanence. Sauf que, du coup, nous, en fait, ça va pas particulièrement nous intéresser, les modèles. Je suis pas sûre que ce soit pertinent d'en faire, parce qu'en gros, ça voudrait dire recoder le jeu vidéo. Enfin, c'est pas extrêmement pertinent. Et on ne peut pas étudier la dynamique des populations dans Breath of the Wild, puisque quand on tue un animal ou qu'on coupe un végétal, il suffit de sortir de la zone et de revenir, et pouf, il réapparaît. Il n'y a pas d'évolution temporelle. Il y a une alternance jour-nuit, mais il n'y a pas de saison, il n'y a pas de jour qui passe, quoi. Faire un modèle, ça pourrait quand même être intéressant pour expliquer la répartition des différentes populations, blablabla. Mais pour faire ça, ce qui est dans ce bouquin, ça suffit largement, à mon avis.
on verra si vraiment on a envie de se lancer dans cette aventure. Et ben on va être parti pour le gros du sujet. Écoutez, ça va être fun. Non, en vrai, je fais la tête, mais c'est moi je kiffe parce que sinon en fait, je ferai pas ça en live sur mon temps là. Je ferai pas ça si j'aimais pas faire ça. Mais oui, c'est un livre long avec beaucoup de pages et c'est tout en anglais et c'est un peu des trucs un petit peu lourds, donc du coup on va faire ça ensemble. Alors la question que j'avais posée la dernière fois mais que du coup j'ai pas eu de réponse puisque j'avais pu mettre la vidéo en replay, c'était est-ce que vous préférez un format où je lis de façon silencieuse en vous mettant une petite musique de fond, genre Lofi ou pas Lofi d'ailleurs, parce que moi j'aime pas le Lofi en fait. Donc est-ce que je lis en silence et je vous mets une petite musique et comme ça vous bossez en même temps à côté et après, genre toutes les demi-heures, je vous fais un petit point sur ce que j'ai appris. Ou est-ce que vous préférez que je lise avec vous et que je vous fasse une lecture active quoi. Après comme c'est en anglais, il faut que je traduise en direct. C'est un petit peu chiant, je vais pas lire exactement le texte, je vais plus faire des petites apartés. Ça risque d'être extrêmement long et laborieux si je dois vous commenter l'intégralité de ce qu'on lit. Donc s'il y a des gens qui me regardent actuellement ou s'il y a des gens qui me regardent en replay, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, peu importe, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce sujet. Est-ce que vous préférez le faire en mode study with me et je vous fais un point toutes les demi-heures, ou est-ce que vous préférez que ce soit un truc actif où on papote? En même temps, moi, si vous étiez présent dans le chat, genre s'il y a du monde dans le chat et tout, moi ça me va bien d'être en mode plus papote, mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu long. Alors par contre, ploup. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes pendant que je lis. Donc, là, c'était l'introduction. Ah oui, ça parlait de qu'est-ce que c'est qu'un paysage. C'était hyper intéressant. Alors, on va pas se le refaire. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. En fait, c'est un grand débat, qu'est-ce que c'est qu'un paysage. Puisque, en gros, au début qu'on a commencé à utiliser cette notion, c'était plutôt pour y mettre un facteur humain. Notamment pour voir l'impact de l'humain, justement, sur les écosystèmes naturels. Et comment est-ce que les écosystèmes fortement anthropisés, donc les villes, les champs et autres trucs humains, comment est-ce que ça fonctionne avec les écosystèmes naturels. Du coup, c'était tout un questionnement super intéressant sur qu'est-ce que c'est qu'un paysage, donner un peu les différentes définitions qui ont été données par différents chercheurs au fur et à mesure des années, puisque en fait, c'est comme quand je vous parlais d'écologie tout à l'heure. En vrai, depuis que le mot écologie existe, il y en a eu plein des gens qui ont essayé de le définir. Et donc, bon, voilà, c'était quelque chose de très très large. Nous, en plus, dans Breath of the Wild, oui, l'humain a laissé ses traces, mais les monstres aussi, la guerre. Mais dans la majorité des cas, dans Breath of the Wild, il n'y a pas une histoire de on veut concilier l'activité humaine avec avec la nature, puisque il y a quasiment plus d'humains. On est sur un monde post-apocalyptique. Donc, bon, éventuellement, on peut essayer de voir comment concilier les monstres avec la nature. Mais là, on rentre dans des considérations qui sont peut-être pas tout à fait les nôtres actuellement. Et ça parlait d'échelle et d'hétérogénéité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un écosystème, il y a une question un petit peu d'homogénéité. Et donc, du coup, dans le paysage, il y a forcément une notion d'hétérogénéité. Ce qui est important, c'est de voir la différence entre différents milieux. Et ce qui était super intéressant, attendez, du coup, je vais scroller parce que franchement, si vous les avez pas vus, c'est dommage parce que c'était hyper intéressant. Alors, ouais, il y avait plein d'histoires de connectivité, de corridors. Oui, enfin bref, c'est tout un tas de vocabulaire. Je vous expliquerai les termes au fur et à mesure si jamais il y en a le besoin. Euh, c'était ça. Voilà, en fait là ça montre que en vrai paysage, certes, dans une notion première, ça va être un paysage au sens auquel on l'entend dans le langage courant, mais en fait, en termes d'écologie du paysage, tu peux utiliser des outils d'étude du paysage
peu importe ton échelle. Et là, notamment, la première photo, on est sur une étude qui concerne une sauterelle. Et donc la sauterelle, elle est toute petite. Et donc pour elle, un paysage, c'est ça en fait. C'est des tas d'herbes entrecoupées de zones où il n'y a rien, qui pourraient être s'apparenter à des déserts pour nous. Sauf que nous, on marche dessus et on a l'impression que c'est un truc homogène. Pour la sauterelle, c'est quelque chose qui est extrêmement hétérogène. Et donc du coup, c'est là qu'on voit l'importance d'étudier avec des outils d'étude du paysage, des choses qui nous semblent pourtant complètement homogènes, parce que tout dépend de l'échelle à laquelle on se place. Là, c'est pareil, c'est des études sur le pourcentage de végétaux, enfin bref. C'était hyper intéressant. En vrai, franchement, si l'étude du paysage vous intéresse, je vous recommande vachement de lire ce livre. C'est pas pour rien qu'il est autant cité à travers les recherches, parce que en fait, c'est hyper intéressant. Ça te fait un petit point sur l'histoire de l'écologie et tout. Alors oui, il a 10 ans, hein, mais vraiment, ça vaut la peine si jamais vous étudiez l'écologie et l'écologie des paysages. Franchement, mettez la main sur ce bouquin, ça vaut la peine. Ok, donc, le chapitre 1, ça parlait de qu'est-ce que c'est que l'écologie des paysages, de qu'est-ce que c'est qu'un paysage, de l'hétérogénéité de l'échelle, des objectifs du livre, et un petit peu un résumé de ce premier chapitre. Ce qu'on vient de faire là en 2-2. Chapitre 2. On n'avait pas encore commencé à attaquer le chapitre 2. Et écoutez, je pense qu'on va commencer par là parce que c'est donc les causes des patterns de paysage. Et écoutez, nous ça nous intéresse déjà dans le contexte de Breath of the Wild. Parce que un truc que j'ai pas pensé à dire quand on parlait de Breath of the Wild tout à l'heure, et qui pourtant est extrêmement important. Alors, ok, cette image n'est pas forcément la meilleure, mais si vous avez vu des images du jeu, vous savez que c'est majoritairement des plaines. Il y a très peu de forêts. Sauf que dans le vrai monde véritable, ça ne se passe pas comme ça. Un terrain post-apocalyptique après 100 ans, genre, je rappelle pour les gens qui connaissent pas l'histoire du jeu, ça se passe 100 ans après une grande guerre qui a détruit la majorité de l'humanité. Voilà, l'humanité, c'est des Iliens, mais on va considérer que c'est des humains pour faciliter les choses. Voilà, les paysages ont été rasés, il y a vraiment des... Ploup. Il y a des zones entières où on voit encore les traces de la guerre. Bah oui, Alicia. Si t'es pas très maline, non, c'est vraiment un tout petit truc. Enfin bref, je vais pas vous faire le topo, mais ouais, voilà, par exemple, ici, hop, on voit pas tout à fait bien, ce serait mieux si je pouvais jouer avec ma console, mais on voit que d'un côté de cette muraille-là, on a les gros robots destructeurs qui ont pas réussi à passer la muraille, et des vestiges un petit peu tout autour. En fait, sur le reste de la zone, c'est des creux marécageux, machin et tout. Et de l'autre côté, on a une forêt foisonnante. Donc, c'est vraiment pour marquer, il y a une différence entre la zone ravagée par la guerre et la zone qui n'a pas été ravagée par la guerre. Sauf que ça fait 100 ans que la guerre s'est passée. Et jamais, en 100 ans, il y a si peu de végétation qui s'est installée. Ça devrait être de la forêt partout. Normalement, dans notre monde à nous, alors, c'est pas genre normalement, enfin, comment dire, les écosystèmes ont ce qui s'appelle une succession écologique. Après une forte perturbation, tu vas avoir des espèces qui vont s'installer et une succession d'espèces. En France et globalement un petit peu partout dans le monde, hors conditions climatiques particulières, altitude, eau, bien sûr, hein, parce que dans un lac, on va pas avoir une forêt qui pousse, vous voyez ce que je veux dire. Mais normalement, quand on est sur un terrain
qui est pas particulièrement froid, qui est pas particulièrement en altitude, qui est pas particulièrement humide, on va avoir une succession qui va se mettre en place et qui va toujours mener à la création d'une forêt. On va d'abord avoir un sol nu, après on va avoir la phase lichen et mousse, puisque c'est deux plantes qui n'ont pas besoin... Le lichen n'est pas tout à fait une plante, mais bref. La mousse n'a pas besoin de faire de racines, elle va se fixer à même la roche, sauf qu'elle va quand même avoir des petits crampons qui vont un petit peu venir effriter la roche à la surface, et surtout la mousse, en mourant au fur et à mesure, va devenir une sorte de compost, et en fait ce mélange de terre effritée et de mousse décomposée va en fait créer du sol, et du sol sur lequel vont pouvoir se fixer des plantes, d'abord des plantes herbacées qui font des toutes petites racines et qui n'ont pas besoin de beaucoup de sol, sauf que ces racines-là vont progressivement continuer à attaquer le sol, et les plantes en se décomposant vont progressivement rajouter de l'épaisseur de sol, et ainsi de suite. On va donc d'abord avoir des petites plantes, après on va avoir ce qu'on appelle les herbacées, donc c'est des graminées, hein, en dehors de la période de floraison, ça dépasse pas le genou, quoi, en gros. Après, on va avoir une étape un petit peu plus lande. Donc la lande, c'est pareil, on n'est toujours pas sur une forêt, mais on est sur des végétaux plus buissonnants, qui là peuvent faire la taille d'un humain, on va dire, à peu près. Là, on va être sur des buissons, sur un début d'arbre qui commence à pousser, mais un arbre, ça met du temps à pousser. Et progressivement, on va arriver sur une forêt, dans un premier temps, une forêt avec des arbres pas forcément très vieux, mais surtout beaucoup de végétation, puisque la forêt n'a pas encore fait suffisamment d'ombre pour tuer les végétaux à ses pieds. Et progressivement, on va arriver sur une forêt plus vieille, où là, il y a très peu de végétation au sol, ou alors de la végétation très basse, parce que ça va être de la végétation qui va être vraiment adaptée à la vie en forêt, où il y a très peu de soleil qui atteint le sol, puisque c'est des arbres qui font de l'ombre. Donc ça, c'est la succession écologique normale dans notre monde à nous, sauf que dans Zelda, ce n'est pas le cas. Voilà. Là, on peut le voir, ça fait 100 ans que ces robots sont là, et ils en sont encore au stade mousse. On pourrait éventuellement argumenter que c'est du métal, mais vous pouvez voir que la pierre autour, les murailles, c'est encore au stade mousse, et ça devrait largement être au stade forêt après 100 ans. Il me semble, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que c'est 50 ans pour arriver au stade forêt s'il n'y a rien qui vient entretenir cette perturbation. Donc on ne devrait pas en être là. On peut éventuellement argumenter que c'est parce que la magie a vraiment cramé toute vie et qu'il a fallu le temps que ça revienne. C'est possible, mais en même temps c'est un petit peu ça aussi le but de notre étude, que de chercher à répondre à ces questions-là, de comprendre où est-ce qu'il y a de la végétation qui s'est installée, bref. Ça fait un peu partie de notre sujet d'étude, mais pourquoi est-ce que je te parlais de ça ? Ah oui, la dernière fois j'avais donné un exemple que j'aime beaucoup personnellement parce que c'est un exemple qui m'est un petit peu cher, et donc du coup je vais vous le montrer, parce que oui, j'ai fait mes études à Rennes sur le campus de Beaulieu pour les gens qui connaissent, et à Rennes, figurez-vous, nous avons des passerelles qui passent au-dessus de certains chemins. Poup. Hop. En fait, le campus a été construit dans les années 60-70. C'était une zone un peu marécageuse qu'ils ont comblée. D'ailleurs, ça se voit, hein, dans le style architectural. On est sur le bloc de béton. Et l'architecte qui a designé le campus, qui s'est pris d'une petite envolée, il a décidé de faire des petites passerelles au-dessus des chemins, ce qui est très très chouette pour abriter les gens quand ils circulent d'un bâtiment à l'autre. Il s'est dit, ce serait cool qu'on mette de la végétation sur le dessus. Pourquoi pas, après tout, dans les années 60, ça se faisait pas beaucoup, donc l'architecte était peut-être un petit peu visionnaire sur ce coup-là.
En vrai, il s'est planté, enfin, c'est peut-être pas lui, mais les ingénieurs qui ont bossé dessus, en tout cas les gens qui ont construit les passerelles en question, n'ont pas pensé à prendre en compte le poids du sol et des végétaux quand ils ont construit les petits préaux là. Et du coup, ben, la végétation n'a jamais. Enfin, il n'y a rien qui a été planté dessus. Mais vous pouvez voir pourtant qu'il y a une végétation foisonnante sur ces trucs. Et c'est pas juste entre ces deux bâtiments, hein, c'est vraiment sur l'intégralité des passerelles. Vous pouvez voir, il y en a une autre là en contre en contrefond, c'est pas en contrebas, en contrebas. Oh, il est même pas 5 heures et déjà je trouve plus mes mots. Ça va être long. Donc du coup, on voit effectivement sur ces passerelles les végétaux qui ont déjà largement commencé à pousser. Vous pouvez voir que depuis les années 60, on en est à peu près au stade land, en fait. Là, c'est du buisson. Euh, je pense que... Alors, je sais que c'est pas particulièrement entretenu par la fac, parce que sinon, il y aurait rien du tout. Je pense que c'est quand même suffisamment entretenu pour pas qu'il y ait des arbres qui poussent. Parce que bon, ce serait pas très pratique. Mais en gros, ça fait 60 ans que c'est là. On partait vraiment d'un sol nu, genre il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien, c'était juste du béton. Il y a quand même des gens qui l'entretiennent un petit peu pour éviter que ça s'écroule sur la tête des gens qui passent dessous. Et il y a... en fait là, on voit pas très bien, mais il y a... Là-bas, il y a limite des arbres qui poussent dessus, quoi. Donc si en 60 ans, en partant sur du béton nu et avec quand même des gens qui l'entretiennent, on en est à la phase arbustive, en 100 ans avec absolument rien qui se passe et il y avait du sol dessous, on devrait être sur un terrain beaucoup plus recouvert que ça. Euh, on va pas se mentir. Donc ça va faire partie des questions auxquelles on va essayer de répondre en faisant notre petite étude. Mais c'est certain qu'on va pas être exactement sur les mêmes trucs que dans la vraie vie. Alors voilà, vous voyez par exemple, hop, ici, on voit bien, c'est de la plaine. Alors ça se justifie parfaitement en termes de gameplay, bien évidemment. Si vous êtes uniquement dans de la forêt, vous ne voyez pas au loin. C'est un petit peu à l'opposé du concept du jeu, puisque je le rappelle, c'est un jeu monde ouvert qui met vraiment l'accent sur l'exploration, et donc du coup, je pense qu'ils ont voulu un petit peu donner ces vibes de steppe d'Asie centrale, avec beaucoup de chevaux d'ailleurs qui sont présents dans le jeu, hein, une fois encore certains choix de gameplay, mais aussi on est un petit peu sur cette idée de steppe d'Asie centrale, euh, avec des paysages ouverts, euh, avec beaucoup de relief, de la prairie, assez peu de forêt, puisque la seule vraie forêt, entre guillemets, qu'on a dans le jeu, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins denses, hein, en vrai, mais la seule forêt qui est vraiment ancienne et vraiment dense, eh ben, elle est faite pour qu'on se perde dedans. C'est la forêt des Kologu. Donc voilà. Du coup, ce choix de gameplay, qui est très pertinent dans le jeu et qui paraît très très fluide quand on y joue, nous dans notre étude, eh ben, il vient un petit peu nous poser question parce que ça ne se justifie pas là comme ça à premier abord, puisque même s'il y a des monstres qui exploitent un petit peu la zone, il n'y en a pas à ce point. Les endroits où ils sont là, ils sont généralement assez marqués parce qu'il y a effectivement plus de végétation du tout. Euh, Ça ne s'explique pas 100%. Bref, c'est une fois encore des questions auxquelles on répondra en faisant notre petite étude. Et donc, tout ça pour dire qu'on va retourner sur notre chapitre 2, les causes du pattern. Et hop, on va à la page 33 pour ça. Oui. Je suis à 24. Hop. Voilà, nous y sommes. Alors,
Lorsqu'on regarde un paysage, on regarde à sa composition et à sa configuration spatiale. C'est-à-dire quels éléments sont présents et dans quelle quantité relative, et comment est-ce que ces éléments sont arrangés. Effectivement, c'est exactement ce qu'on veut faire. Dans le paysage agriculturel, c'est pas le bon terme, mais vous voyez l'idée. On peut observer des forêts le long de rivières. Je sais pas ce que veut dire ridge. Ridge. Oups. Arrête, crête. Effectivement. Donc on peut observer des forêts le long de rivières, enfin de cours d'eau ou de crêtes, où les cultures et élevage. Alors que à l'inverse, les cultures et élevages sont plutôt dans des zones avec moins de relief. Dans un paysage de forêt boréale dominé par le feu, c'est rigolo comment les phrases en anglais ça se lit dans l'autre sens que les phrases en français. On peut voir l'expansion de vieilles forêts, de jeunes forêts et de succession végétale précoce. Donc ça, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, la succession végétale. Dans une forêt vieillissante, on peut observer des trous dans ce qui serait sinon la canopée ininterrompue d'arbres. Et on peut voir des limites entre des forêts dominées par différentes espèces d'arbres. Oui, ça c'est rigolo. Quand vous regardez une forêt d'en haut, on peut voir les différentes espèces. Tiens, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je peux venir illustrer ça ? Encore faut-il que je trouve une forêt qui marche bien. Ah bah là par exemple, c'est particulièrement visible parce qu'on est sur un paysage automnal, mais on peut bien voir la distinction entre des zones qui sont dominées par des arbres, je saurais pas dire lesquels là, mais qui en tout cas sont en train de perdre leurs feuilles, et un résineux qui lui ne perd pas ses feuilles. On voit bien, ça fait des patchs, vous voyez, là il y a un patch, là il y a un patch, là il y en a un autre. Hop, 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 on n'est pas sur un arbre par-ci par-là, on est vraiment sur des unités qui s'enchaînent. Ça c'est typique de nos forêts tempérées. Les forêts tropicales n'ont pas le même type de répartition. Là, parce que dans les forêts tropicales, il y a beaucoup plus d'espèces d'arbres, contrairement à chez nous où une forêt, c'est 5 espèces max. Non, peut-être pas max, mais on n'est pas sur beaucoup d'espèces. Il va y en avoir genre 2 ou 3 dominantes. En forêt tropicale, on a énormément d'espèces différentes et ça va vraiment être un, et puis un, et puis un, et puis un, et c'est tout dense à la fois. Mais c'est une règle générale, hein. Bien sûr, il y a des exceptions. Enfin, c'est pas le cas de toutes les forêts, mais bref, je m'éparpille. Dans les paysages, et à petite échelle, on peut observer des patterns de végétation plus complexes. Justement, patterns de surface végétalisée et non végétalisée. L'observation des patterns de paysage peut provoquer de nombreuses questions. Ouais, ok, bon, c'est l'introduction, quoi, en gros. Alors, beaucoup de causes, incluant la variabilité dans les conditions abiotiques,
Donc abiotique c'est non vivant, hein, puisque biotique c'est vivant et a ça veut dire que c'est pas. Donc le climat, la topographie, le sol, mais aussi les interactions biotiques, donc là c'est le vivant, comme la compétition, le mutualisme, l'herbivorie, la prédation. Donc la compétition, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est. Le mutualisme, c'est quand les espèces elles cohabitent et qu'elles sont même plutôt positives les unes avec les autres. L'herbivorie, bah, c'est les animaux qui mangent les plantes, et la prédation, c'est les animaux qui mangent les animaux. Techniquement, on peut considérer que les herbivores sont des prédateurs parce que c'est des êtres vivants qui mangent des êtres vivants, mais bref, c'est un débat qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Ça peut générer un pattern spatial, même quand les conditions environnementales sont homogènes. Et on a aussi les perturbations naturelles et les successions et les usages humains passés et présents. Donc ça, globalement, c'est les différentes causes qui peuvent faire varier le pattern d'un paysage. Donc les conditions abiotiques, climat, topographie, sol, les conditions biotiques, compétition, mutualisme, herbivorie, prédation, et les perturbations naturelles, les successions et l'usage humain de ces différentes terrains. Je commence clairement trop à blup blup. Je pense qu'il faut que je mange un petit bout. Et bah écoutez, on va finir cette page parce qu'après on a un trou de 2 pages. Je sais pas ce qui s'y dit. J'espère rien de très important. Voilà. Allez, déjà, on va faire les gens sérieux. On va faire les gens sérieux. On va prendre des notes, ok? On fait ça. Alors vous voyez pas mes notes que je prends, donc je peux prendre les notes les plus dégueulasses qui soient. Ce sera pas grave. Je suis à peu près sûre que j'avais pris des notes quelque part, mais je sais pas. Alors on va écrire. Alors cause, variation, paysage, abiotique, climat, topographie, sol, biotique, compétition, mutualisme, herbivorie, prédation, perturbation naturelle et succession. Donc ça c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure. Si jamais vous arrivez en cours de live et vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre sans trop m'éparpiller, ce qui semble être relativement difficile aujourd'hui. Et usage humain des terres. Ok. En gros, ça dit là que même un truc qui s'est passé il y a très longtemps peut toujours avoir un impact aujourd'hui et que quand tu étudies un paysage, il faut prendre en compte les changements à long terme et l'histoire du paysage. Ce qui est vrai, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait commencé à faire quand on parlait là, à l'instant de la guerre qui se passe 100 ans avant le début du jeu. Bah oui, bien sûr. Euh, si vous vous êtes déjà battu contre un gardien, vous savez à quel point ces bestioles sont destructrices. Et c'est pas très étonnant de se dire que ben, ça a un petit peu tout rasé, ça a tout cramé. Évidemment. Bon, là on se retrouve avec le problème que, ben, effectivement, il y a 2 pages manquantes, puisque je le rappelle, ce livre est payant. Et que c'est plutôt cool, on l'a majoritairement gratuit là sur Google Books, mais pas en entier. Et que c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que je prenne un abonnement à la fac, à la BU de Toulouse. Mais bon, bref. Du coup, ben, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Déjà, tu sais quoi? Je retiens, je suis en page 37. Je vais retourner juste
Mince. J'ai trop descendu. À l'index. Pour voir est-ce que j'ai changé de catégorie déjà, enfin de... ou pas. Ok, donc il manque la page 30, les pages 35-36, donc on a raté le début de les trucs abiotiques. Mais c'est pas grave, on va... Oups. Donc nous on a la page 37, je pense qu'on n'a pas raté grand chose du coup, puisque ça commence à la page 36. On va espérer en tout cas. Alors... Ça parle de communauté. Voilà. Ça parle de réchauffement climatique. Effectivement, le climat faisait partie des facteurs abiotiques qui étaient cités. C'était le tout premier à être cité dans la liste. Je suppose qu'il garde le même ordre que dans l'introduction. Donc du coup, bah très bien. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Au cas où j'ai besoin de vous le rappeler, nous étudions un jeu vidéo dans lequel les humains n'ont clairement pas passé l'ère industrielle. De toute façon, il y en a quasiment plus. Oui, les monstres ils polluent, oui, les gardiens ils ont probablement pollué en leur temps, mais le réchauffement climatique n'est vraiment pas à l'ordre du jour dans ce jeu vidéo. Donc, c'est un sujet qui ne nous regarde pas. Ah, par contre, le climat de la Terre est dynamique. Oui, c'est vrai. On est actuellement dans une ère glaciaire, toujours, puisqu'il y a de la glace au pôle. Mais en vrai, on est sur la fin de l'ère glaciaire, déjà parce qu'on accélère vachement le processus avec le réchauffement climatique. On aura bientôt plus de glace au pôle, beaucoup trop vite, mais bref. Fut un temps, je rappelle qu'on pouvait aller de la France à l'Angleterre en marchant, hein, puisque c'était de la glace qui couvrait toute cette partie de la mer. Bref. Alors là, oui, ça a une certaine importance quand tu veux étudier des paysages terrestres. Nous, pour Hyrule, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Ah oui, ça, si jamais il y a des gens voilà, qui me regardent. Pour rappel, effectivement, la différence entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire, c'est 5 degrés de température globale. Je vous rappelle que 5 degrés, c'est largement dit qu'on va les atteindre en fait. Le réchauffement climatique, on a déjà passé 1,6 degré, voire même plus que ça. Je sais plus où est-ce qu'on en est actuellement. Mais bref, on approche déjà des 2 degrés. Les accords de Paris, je crois que c'était pour se limiter à 4, je sais plus, enfin bref. Les 5 degrés, c'est tout à fait prévu qu'on les passe. Je crois même que c'est 6, non, qu'on dit qu'on va passer. Ça paraît ridicule parce que ça paraît pas être tant de choses que ça. On parle de température moyenne terrestre, pas de température locale. C'est pas les mêmes échelles. Et voilà, la différence entre l'ère glaciaire et l'ère interglaciaire, c'est 5 degrés. Avec 5 degrés de moins, on pouvait marcher jusqu'en Angleterre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild. Mais bref, il fallait que ce soit dit. Bon. Oui. Là, on est sur des différences de température. Alors là, ça parle plus de réchauffement climatique. Ça parle de la différence d'une région à l'autre. Ah, ici, ça parle de niche écologique. Est-ce que je vous parle maintenant de ce que c'est qu'une niche écologique? Bah écoutez, hein, on en parle. Alors, désolée, c'était beaucoup trop proche du micro. Je pense que les gens qui portent un casque, j'ai dû vous faire sursauter. Hop, attendez, juste je branche mon PC puisque j'ai plus beaucoup d'énergie, mais lui il en a encore moins que moi. Oups. Alors, une niche écologique, qu'est-ce que c'est?
Je vais vous épargner les explications reloues que j'ai vues en cours, mais en gros, c'est l'ensemble des conditions de vie d'un être vivant. Ça va être euh, à quelle température il peut vivre, à quel taux d'humidité il a besoin, est-ce qu'il a besoin de vivre sous l'eau ou pas, mais aussi sa bouffe. Si tu as la bonne température mais qu'il a rien à manger, il va pas pouvoir vivre là. Ça va être est-ce qu'il a besoin de partenaires sociaux, partenaires sexuels. Ça va être voilà l'intégralité des paramètres qui vont décider si oui ou non cette espèce peut vivre à cet endroit-là. C'est pas parce qu'elle peut le faire qu'elle va forcément être présente, mais c'est ça l'idée d'une niche écologique. Et des fois, on est sur des trucs qui sont vraiment très précis, notamment sur tous les animaux à sang froid, par exemple, la température a énormément d'influence, puisqu'ils ne peuvent pas réguler leur température comme nous on le fait. Ils sont dépendants du soleil et une alternance soleil-ombre pour pouvoir réguler leur température. Et donc du coup, si on dépasse ou on à l'inverse, on passe en dessous d'une certaine température, et leurs organes ne peuvent plus fonctionner et ils meurent. Voilà. Et on est vraiment au degré près. D'où le fait que ce soit des espèces qui soient extrêmement impactées par le réchauffement climatique, une fois encore. Mais bref, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une niche écologique. Et en fait, on est même, par exemple, moi, en cours, quand on en avait parlé, on parlait d'un coquillage qui se fixe sur des rochers en bord de mer. Et en fait, on était sur deux espèces d'un coquillage qui se ressemblent énormément, sauf que y en a une qui est plutôt entre tant de centimètres et tant de centimètres, et l'autre juste un petit peu en dessous, et que en fait c'est pas la même niche écologique. Voilà, les deux espèces coexistent comme ça sur les mêmes rochers, parce qu'il y en a une qui peut aller plus haut que l'autre, et donc du coup elles sont pas la même niche alors que elles sont extrêmement proches. Bref. Euh... Ah oui, ça parle qu'avec le réchauffement climatique, la répartition géographique des espèces bouge, puisque forcément, si ça se réchauffe, les espèces vont aller plus vers les pôles, puisqu'il y fait plus froid, et que donc ça leur permet d'avoir leur mode de vie. Bref. Nous, on le voit bien, hein, comme on est dans l'hémisphère nord, les espèces se déplacent vers le nord, et on s'en rend assez bien compte. Les trucs qui poussaient avant que à la Méditerranée gagnent de plus en plus de terrain. Ça parle de migration, tout ça. Ouais. Ah, alors, c'est des choses qui sont super intéressantes. Je suis pas sûre que dans notre cas, ce soit extrêmement pertinent à étudier. Ça peut être intéressant à garder en tête comme facteur explicatif potentiellement de certains trucs, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le plus pertinent. Bon, notamment parce qu'effectivement là ça parle de paléoécologie. Pour faire de la paléoécologie, il y a besoin de creuser, hein. C'est comme l'archéologie, tu creuses, tu vois les différentes strates, tu vois ce qui se passe à chaque strate, sauf que là tu regardes les végétaux au lieu de regarder les restes humains, et ça te permet d'avoir une idée de déplacement des communautés végétales, et donc du climat qui leur est associé. Nous, dans Breath of the Wild, on va pas pouvoir creuser pour voir qu'est-ce qui s'était passé avant. Donc du coup, c'est des informations qu'on n'aura pas, on va peut-être les laisser de côté. Par contre, la topographie, ça, dans Breath of the Wild, c'est hyper important parce qu'il y a énormément de variations de terrain dans ce jeu. Donc je pense que c'est un bout de chapitre sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus. Hop. Donc on va, hop, moi dans mes petites notes, voilà, topographie. Donc ça va de plaines quasiment plates à des plaines irrégulières, à des collines,
à des petites montagnes, à des grosses montagnes. Et c'est identifié sur la base de 3 caractéristiques majeures. Donc 3 caractéristiques majeures. 1. What? La quantité relative de pente légère inférieure à 8%. 2. Le relief topographique local. Et 3. Le profil généralisé. C'est-à-dire plutôt en gros tes pentes, où est-ce qu'elles sont localisées dans tes trucs, quoi. Globalement. Le problème dans Breath of the Wild, c'est que certes, la géographie, la topographie est très variable. Ce serait très intéressant à étudier. Le problème, c'est que normalement, si vous voulez, est-ce que je vais réussir à trouver... Boop. Le truc, c'est que effectivement, tu peux avoir une carte topographique comme ça, vue de dessus. Et ça, on l'a, hein, puisque la carte de Breath of the Wild, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous étiez demandé pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces trucs circulaires, ben en fait, c'est un changement de hauteur à chaque fois. Mais ce qu'on fait souvent quand on étudie un terrain où la topographie a une importance, c'est qu'on fait le profil en fait. Donc là, c'est comme si tu faisais une coupe de l'endroit que tu es en train d'étudier. Bah là, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple, puisque on voit que là, on est plus en hauteur qu'ici. Et là, vous voyez, ce trait-là, en fait, voilà, c'est comme si on avait fait une coupe ici. Et donc chaque petit cran correspond, voilà, on peut le comparer là. Et donc là, on voit la chute et ça remonte. Hein, on voit bien cette cuvette là entre deux monts. Ça, on va pas pouvoir le faire, nous. Parce que certes, on a cette carte-là, mais on n'a pas accès à des outils qui nous permettraient de faire ce genre de truc. On n'a rien qui nous permet de vraiment mesurer la hauteur des trucs. Enfin, si on avait vraiment envie de se faire chier, je pense qu'il y aurait moyen de compter genre en cailloux ou en troncs d'arbres ou en trucs comme ça, ou même en hauteur de Link. Mais je pense que c'est un cran trop complexe pour que ça en vaille la peine. Du coup, on va juste se limiter à la carte topographique qui est fournie. Malheureusement, il n'y a pas d'altitude qui est indiquée dessus. Donc on va voir si concrètement on réussit à l'utiliser dans notre protocole. Je pense que c'est un truc qui va être un petit peu laissé tomber. Mais c'est dommage parce que c'est effectivement super intéressant. Puisque, je le redis, quand je parlais de succession écologique tout à l'heure, j'ai bien précisé que, par exemple, ça ne... en haute montagne, on n'a pas ce truc d'aller vers le stade forêt. Là, on le voit par exemple sur cette image. Alors, certes, il y a le petit mouflon là. Mais vous voyez, sur la montagne, il y a de la forêt jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Parce que à partir d'une certaine altitude, les plantes ont du mal à pousser, voire ne poussent pas du tout. Donc, effectivement, ça a un certain intérêt d'étudier la topographie d'un lieu. Et puis aussi, quand tu es dans une cuvette, eh ben, tu vas pas avoir la même végétation parce que potentiellement tu as plus d'humidité,
moins de vent ou plus de vent en fonction de comment est faite la cuvette, enfin bref. C'est hyper intéressant d'étudier la topographie d'un lieu, donc ce serait quand même cool qu'on réussisse à l'étudier dans Breath of the Wild. Je sais pas si on va vraiment pouvoir le faire. On va voir un petit peu quelles sont les méthodes qui sont proposées dans ce bouquin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu euh, retranscrit dans Breath of the Wild. Bref. Alors, 4 effets de la topographie sur les patterns et process des écosystèmes. Donc déjà, the elevation, je suppose que c'est l'altitude. On doit être sur quelque chose un peu similaire. Elevation. Hauteur, élévation, ouais. Ouais, c'est altitude quoi. Altitude, aspect, matériaux par an. Alors ça c'est ta montagne en fonction de quoi elle est faite. Bah forcément les plantes elles vont pas pousser pareil. Est-ce que c'est calcaire, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est une roche dure, une roche molle, enfin bref. Plein de... Oui, il y a des roches dures et des roches molles. Et la pente, ça impacte la température de l'air et du sol et la quantité et l'humidité. La quantité d'humidité, c'est pas officiellement français ça. L'humidité, les nutriments et autres matériaux disponibles. Bah oui, puisque une fois encore, tu vois, en fonction de la pierre, est-ce que tu vas avoir des micronutriments plus, enfin, de la pierre ou du sol, est-ce que tu vas avoir plus ou moins certains micronutriments présents et tout. Du coup, ça pourrait être intéressant dans notre petit truc Breath of the Wild. Je vais me le noter, je vais me faire une petite note là sur le côté. Noter roche, sol. Parce que dans Breath of the Wild, eh ben, c'est pas le même type de sol partout. Ça ne l'est vraiment pas. On se fait des petits exemples un petit peu pour varier avec le blabla un petit peu continu. Donc par exemple, si on va au niveau du volcan, bah évidemment, on est sur de la roche magmatique. Là, on est sur des coulées de lave. C'est un volcan qui est en éruption en permanence. Voilà, on est sur un type de roche assez particulier. Si on va dans le désert, ben on a du sable, très très simplement, mais on a aussi certains on a la montagne Gerudo, voilà, qui est faite de cette roche très rouge, de la même couleur que le sable qu'on a dans le même désert. Mais on a d'autres montagnes qui sont faites d'autres matériaux. Là, on voit bien que c'est une roche qui est grise, donc ça n'a vraiment rien à voir. Comment elle s'appelle la jungle? Firon, non? Ouais, bon, voilà. Jungle, ça marche. Vous voyez que quand on est dans la jungle, par contre, on retrouve cette terre rouge. En même temps, c'est vrai que Breath of the Wild carte. Ploup. Voilà. Si on regarde, là, on a la chaîne de montagne Gerudo, donc avec cette terre rouge là en bas, à gauche. Et si on part à droite, pouf, on se retrouve sur sur la zone, non pas là parce que là c'est la montagne normale, mais si on reste en bas, on va être effectivement plutôt sur la partie jungle. Après tout en bas, c'est de la plage. Donc, bref, ça peut être intéressant de noter quel type de sol
est présent, si on voit le sol en tout cas. Mais globalement, on voit toujours un petit peu de cailloux. Même si on n'en voit pas à l'endroit exact où on est, il y a toujours un peu des cailloux, un petit peu des trucs un petit peu du sol à voir. Donc ça peut être très très pertinent à noter comme truc. Et ben vous voyez, j'ai bien fait de me dire que j'allais lire un petit peu de biblio plutôt que de partir parce que j'étais partie du principe qu'on n'aurait pas d'informations sur le sol parce qu'on pouvait pas creuser. Et donc du coup j'avais complètement oublié de prendre ça en compte. Mais en fait c'est hyper intéressant. Franchement, je pense que ça peut vraiment nous aider à expliquer certaines distributions de certaines plantes. Alors, et après on a aussi effectivement l'exposition nord-sud par exemple. Puisque vous le savez, le sud est exposé au soleil et pas le nord. Donc ça peut être une grosse variation. Ça peut être aussi pertinent d'indiquer le niveau d'humidité. Est-ce que on a été sur un truc euh, plutôt le taux de recouvrement d'eau, vous voyez par exemple. Est-ce qu'on est sur un truc qui est très sec ou est-ce qu'on est un truc un peu marécageux. Après, là où c'est piégeux, c'est que des fois il pleut dans le jeu. Alors déjà, je vais pas demander aux gens de noter la météo parce que pour avoir testé, il faut trop de temps pour faire l'inventaire du cadra en fonction des zones. Quand tu es dans le désert, c'est extrêmement rapide à faire. Mais quand tu es dans une zone avec beaucoup de végétation, c'est assez long à faire l'inventaire. Et du coup, la météo a le temps de beaucoup bouger, puisque ça va quand même assez vite dans ce jeu. L'alternance jour-nuit se fait assez vite. Donc je vais pas demander aux gens de noter quel temps il faisait. Euh, je pense que moi, je vais essayer de trouver des données météo globalement sur les différentes zones du jeu, puisque on le sait hein, quand on y a joué, qu'il y a des zones où il va plus ou moins pleuvoir et tout. Je sais pas si je peux pas essayer de trouver des données là-dessus. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas demander aux gens de le noter. Mais par contre, pour le taux de recouvrement de l'humidité, ça c'est un truc qui pourrait être intéressant, parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a certaines zones qui se couvrent d'eau quand il pleut. Euh, Notamment si jamais vous êtes déjà allé sur une zone où il y a un camp de monstres et qu'il n'y a pas d'escalier pour monter sur le camp de monstres qui est en hauteur, et que la zone a l'air d'être bizarrement une sorte de cuvette, en fait il suffit d'attendre qu'il pleuve, ça va se remplir d'eau et vous pouvez faire une colonne de glace qui vous permet de monter dans le camp de monstres. Je parle de Breath of the Wild hein, et pas de Tears of the Kingdom bien évidemment, puisque les mécaniques sont complètement différentes. Mais du coup, ouais, dans Breath of the Wild, la pluie peut inonder certaines zones, ce qui est un truc hyper intéressant à savoir, mais je suis pas sûre que je le demande dans le protocole expérimental que je vais demander aux gens de remplir, tout simplement parce que euh, c'est c'est pas dit qu'il pleuve quand les gens passent quoi. Bref, donc si on revient sur le truc, il y a l'altitude, mais l'altitude, je pense que c'est moi qui le ferai après coup et pas que je le demanderai aux gens. L'aspect, c'est un peu vague. Le matériau parent, donc oui, effectivement, noter la roche-mère, ça peut être bien. La température, ah, ça, techniquement, les gens, ils peuvent noter la température. Bah ouais, on va faire ça. On va noter la température aussi. Ouais, on va faire ça. Donc on fait ça, euh, c'est quoi la roche-mère ou le sol, le type de sol. Est-ce que, enfin, exposition par rapport aux 4 points cardinaux, le recouvrement en eau, la température. Euh, et zut, j'avais une autre pensée. Ah oui, et la pente relative, quoi. Que les gens me disent, est-ce que c'est plus ou moins pentu. Pas forcément dire euh,
En tout cas, est-ce que c'est plus ou moins accidenté? Je pense que j'irai faire quelques cadras tests pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot pour définir ça. De toute façon, je ferai un... Bah là, avec vous, en live, justement, on va créer un petit guide pour permettre aux gens, après, d'aller en autonomie faire des cadras s'ils ont envie, quoi. Ah merde, j'avais pas assez scrollé. Je pensais qu'il y avait juste quelques pages manquantes par-ci par-là. En fait, ça s'arrête à la page 42. Ok, 41. 42, j'allais dire que c'était beau quand même. Et ben du coup, on a l'air très con. Parce que il est 5h30, il nous reste encore 1h30 de live. Et je n'ai toujours pas fait ma démarche auprès de l'université de Toulouse. Et donc, je ne peux pas. Ah merde, c'est très très con. C'est très très con. Et en plus, comme j'ai... je vous aurais bien embarqué pour aller jouer à Breath of the Wild, du coup, pour voir ce qui s'y passe. Mais... Mais... Je ne sais pas où est mon truc pour capturer les images de la Switch. Parce que chez moi, c'est un chaos sans nom. Ça s'appelle déménager. Voilà. Merde. Attendez, je remets la fenêtre comme il faut. Merde, on a l'air très très con du coup. Parce qu'il était vachement bien ce livre. Il commençait à me donner plein de clés. Pourtant, on est à peine dans l'introduction. On n'est pas encore sur la partie genre faire des stats, aller sur le terrain et tout. Mais déjà, j'étais en train de me dire ah ouais, il est trop bien ce bouquin. Ça me permet de vraiment poser les bases et tout ça. Et ben allons-y. L'article Wikipédia. Tant qu'on y est. Alors oui, hein, Wikipédia, quand vous étiez au lycée, on vous a appris, oui, c'est pas bien, il faut pas utiliser Wikipédia. Mais Wikipédia, ça s'utilise avec des pincettes, mais ça s'utilise. Euh, personne personne ne vous dira, il faut pas utiliser Wikipédia à partir d'un certain niveau, genre c'est n'importe quoi. C'est déjà parce que Wikipédia, il y a toutes les sources qui sont citées, donc vous pouvez aller voir les sources directement. C'est un très bon moyen d'avoir un portrait global du sujet que vous voulez voir et d'avoir un début de qu'est-ce qu'on va chercher, d'aller un petit peu plus creuser. Et en plus, si vous avez envie, vous pouvez aller voir les coulisses un petit peu, voilà, voir l'historique. Ploup. Vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été faites sur l'article et à chaque fois le commentaire de pourquoi est-ce que on a modifié et tout ça machin. Du coup, quand on est sur des sujets polémiques, autant vous dire que les historiques, c'est du drama. Si vous aimez les dramas, allez lire les historiques des pages un petit peu controversées sur Wikipédia. C'est formidable. En tout cas, les conneries, elles restent jamais trop longtemps en ligne. Quand on est sur des sujets un petit peu plus de niche, avec une méthode, en tout cas, un peu plus variable, alors là, on peut trouver des incertitudes. Mais bah, juste aller creuser les sources qui sont données après, et voilà. Mais Wikipédia, c'est un bon moyen d'avoir un portrait global. Bref. Je continue à broder, hein. Finalement, on va peut-être réussir à tenir encore 1 heure de live juste en brodant. On n'aura rien appris. Mais c'est pas grave. Alors, l'écologie du paysage est une sous-discipline de l'écologie qui consiste en l'étude des processus écologiques à l'échelle des paysages. Ça fait une phrase beaucoup trop alambiquée pour vraiment pas grand-chose. Le paysage est alors défini comme une portion de territoire hétérogène composée d'ensembles d'écosystèmes en interaction et est considéré comme un niveau d'organisation des systèmes écologiques supérieur à l'écosystème. Ah, c'est globalement ce qu'on avait dit précédemment, qu'il y avait euh, que en vrai dans le bouquin qu'on étudie, on avait bien vu que le plus important c'était l'hétérogénéité
et qu'en vrai ça pouvait être à plusieurs échelles spatiales, puisqu'on avait pris l'exemple d'une sauterelle, et qu'à l'échelle d'une sauterelle, eh ben, une touffe d'herbe, c'est un écosystème à part entière. Euh, Puisque l'écosystème va avoir une certaine homogénéité, et donc les paysages une hétérogénéité. Je simplifie, hein, bien évidemment, un écosystème c'est pas homogène. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bref. Donc peut y avoir différentes échelles. Le plus important, c'est surtout l'hétérogénéité. Voilà. Et oui, l'écologie du paysage, ça s'intéresse à la dynamique spatiale et temporelle. Ça aussi, c'était quelque chose qui était très présent dans l'introduction du livre, qu'on avait vu le live précédent, mais du coup sur lequel on ne s'est pas trop attardé aujourd'hui. Et effectivement, il y a une grosse question de dynamique spatiale et temporelle. Une fois encore, nous, la dynamique temporelle, on va avoir du mal à l'étudier. La dynamique spatiale, un petit peu plus, ça peut être un petit peu plus. En tout cas, je vous le dis d'avance, faire des stats sur une dynamique spatiale ou temporelle, c'est surtout sur une dynamique temporelle, c'est compliqué et je sais pas trop faire ça. Donc on commencera pas à faire des stats un petit peu plus faciles. On va un peu, voilà, on verra à quel point on part ou pas dans la complexité de la chose. Donc voilà, ça associe l'écologie, la géographie, les sciences sociales, l'urbanisme. Alors les sciences sociales et l'urbanisme, bah, de fait, on va un peu s'y intéresser dans Breath of the Wild, puisque je le rappelle, poup, il y a des villes dans ce jeu. Hein. Là, par exemple, ce village est tout à fait... bref, je n'ai pas besoin de zoomer non plus, mais il y a des villes et des villages. Après, il y a des camps de monstres aussi. Voilà, qui... bah non, ça c'est du coup pas le... Ça c'est dans la suite, mais bref. Il y a des camps de monstres qui sont assez présents. Voilà, donc malgré tout, le lien entre la nature et les Iliens, et la nature et les monstres, on va l'étudier quand on va faire cette étude des écosystèmes. Euh, mais c'est beaucoup moins important que quand on étudie un, un écosystème sur notre vraie planète à nous, puisque nous, l'humain, il est présent partout, il a un impact partout. On a des champs, on a des villes, bref. Euh, je vous épargne l'intégralité de l'impact des humains, puisque ça ne nous regarde pas. Par contre, l'écologie et la géographie, là c'est important. Hein, l'écologie, on en a parlé au début du live. La géographie, c'était le sujet sur lequel on était en train de plancher quand on a dû s'interrompre parce que on pouvait plus lire le livre. Mais bref. C'est interdisciplinaire. De toute façon, l'écologie, c'est interdisciplinaire. C'est une science qui est relativement complexe parce que ça va piocher un petit peu partout. Et on a besoin de chimie, on a besoin de physique, on a besoin de maths, on a besoin de géographie, de géologie, enfin bref. On a besoin de plein d'autres sciences. C'est très très varié. Ça fait des études un petit peu denses. Mais c'est ça qui est chouette. C'est ça qu'on aime. C'est que quand on fait de l'écologie, on fait jamais exactement la même chose. On est tout le temps en train de découvrir des trucs, c'est cool. Alors aménagement du territoire, agroécologie, tout ça, on s'en fout un peu. Même si, une fois encore, il y a un petit peu d'agriculture dans Breath of the Wild, mais bon. Oh mon chaton. J'ai un chat qui vient. Est-ce qu'elle va venir faire des câlins ou pas? Tylee? Tu veux faire un bisou à la caméra, mon chaton? C'est dommage parce que la dernière fois que j'ai fait un live, j'ai mes 2 chats qui sont venus faire des câlins. Ah, ça fait pas des points internet d'avoir des câlins des chats. Je sais pas ce qu'il faut de plus. Moi non. Elle va dormir dans son carton. Oui, mon chat dort dans un carton. C'est son carton à elle. Si vous avez des chats, vous savez. Et oui, ça veut dire que j'ai un carton de déménagement qui reste dans ma chambre jusqu'à ce qu'elle l'ait détruit. Parce que c'est son carton. Voilà. Écologie du paysage et santé, blablabla. Mais non, mais ça, on s'en fout du coup.
Alors, je vais pas vous faire l'affront d'essayer de me rappeler de mes cours d'allemand pour prononcer les mots qui sont présents là. Ah oui, d'accord. J'étais en mode, pourquoi est-ce que ça parle allemand soudainement? Parce que le premier gars qui a théorisé l'écologie du paysage, c'était un Allemand. Et c'était en 1939. Autant dire que ça date un petit peu. Ah oui, mais lui, voilà, il était géographe. Bon, bah l'histoire, bah non, mais après, ça c'est... En vrai, si j'ai envie de lire tout ça, bah je retourne lire le bouquin parce qu'il était plus, plus détaillé, donc il était mieux fait. Alors, principe source, ta 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 ta. De la complexité des écosystèmes semblent émerger des lignes de force et des structures visibles ou scientifiquement perceptibles à l'échelle des paysages. L'écologie du paysage tente de les comprendre et parfois de trouver les moyens de les protéger. Ben voilà, nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut mettre en évidence euh, ces, les trucs voilà, qui semblent se détacher et comprendre le pourquoi du comment. Euh, L'observation scientifique de terrain, comme la modélisation, laissait penser que l'hétérogénéité biogéographique des espaces et des milieux pouvait avoir une fonction ou une vertu organisatrice des écosystèmes, et inversement que les écosystèmes eux-mêmes contribuaient fortement à hétérogénéiser les milieux, en faveur d'une biodiversité plus développée. Cette hétérogénéité n'est pas, dans la nature, contradictoire avec l'intégrité écopaysagère ou continuité écopaysagère. Oh, c'est chiant! Oh là là! Les échelles, la connectivité. Ouais, la connectivité, ça c'est assez important en écologie du paysage. Bah voilà, par exemple, sur la petite photo qui apparaît, je sais pas si vous la voyez du coup, je pense que oui, parce que je vous montre ma fenêtre et pas juste mon onglet. Mais bref, sur cette... voilà, c'est assez intéressant, parce que en gros, on va avoir des, des réseaux qui sont définis par des... C'est pas des îlots, mais bref, des... Zut. Ah, je trouve plus le terme. Bref, on va avoir des zones, des écosystèmes vraiment à proprement parler, donc mettons plus loin, tu vois, une prairie, et puis qui vont être séparés par un autre type d'écosystème ou par un... Souvent quand on en parle, c'est pour parler de conservation de la nature et donc du coup on parle notamment des trames vertes et bleues et donc là on va parler de villes, de routes, voilà, de trucs comme ça qui vont vraiment venir couper le paysage et les corridors c'est ben, du coup des des espèces d'écosystèmes miniatures qui relient deux réserves euh, d'un bout à l'autre. Je commence vraiment à raconter de la merde. Je sais pas si mes sens ont beaucoup de phrases. Je sais pas si mes phrases ont beaucoup de sens. En tout cas, si je commence à inverser les mots, c'est que la fatigue est présente. Euh, mais du coup, voilà. Le, le corridor écologique, bah, par exemple, vous savez, des fois, au-dessus des autoroutes, ils construisent des ponts pour laisser passer la faune sauvage, par exemple. Mais je trouve que cet exemple de fissure dans la roche dans laquelle pousse de l'herbe, c'est assez parlant aussi parce que ça permet de connecter deux côtés enfin deux prairies en gros, qui sont séparées normalement par la roche. Bref, ça c'est un truc qui est effectivement assez important en écologie du paysage et c'est aussi pour ça que c'est important d'étudier la topographie quand on est dans un cas comme Breath of the Wild où c'est quand même beaucoup la topographie qui va déterminer ce qui passe ou pas. Parce que vous vous souvenez tout à l'heure quand on regardait des photos de montagne, euh, la montagne c'est une barrière. C'est haut une montagne, il n'y a pas grand chose qui pousse, c'est escarpé, les trucs qui passent pas par là. Mais du coup, ah merde. Et, et hop, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà, pouf. Vous voyez bien que certes on va avoir une chaîne de montagnes qui fait plus ou moins barrière, mais il va souvent y avoir voilà, des moments, des vallées entre ces montagnes qui permet de circuler d'une montagne à l'autre, enfin entre les montagnes en tout cas, et du coup bah ça peut être considéré comme un corridor, comme une zone de connectivité
voilà, qui permet de traverser la montagne sans passer par-dessus la montagne. C'est vite dit comme ça, mais bref, dans Breath of the Wild, du coup, ça c'est quelque chose qui va avoir une certaine importance parce que il y a beaucoup de relief et donc effectivement, cette notion de connectivité va avoir une grosse importance quand on va venir regarder un peu la dynamique de répartition spatiale. Ouais, on parle de tâches. Alors bien sûr, la faune se déplace plus facilement que la flore, et encore que, hein, parce que les graines qui sont bazardées par le vent, bah finalement elles peuvent aller un petit peu partout, hein. Ouais, mais là, ça parle de l'impact de l'humain et tout. Le truc dans Breath of the Wild, c'est que certes, c'est post-apocalyptique, que quasiment toute l'humanité a été tuée 100 ans auparavant, euh, et mais on sait pas vraiment quel était l'état de la civilisation avant cette catastrophe. On voit beaucoup de vestiges, euh, on voit des ruines de villes entières, mais ça couvre pas non plus l'intégralité du territoire. Donc ça va avoir son importance quand on est au niveau des ruines, de noter que c'est des ruines humaines, mais je sais pas à quel point ça va avoir un impact comme nous dans notre monde à nous, tu vois. Par exemple, effectivement, ce qui est cité ici, c'est que dès la fin de la préhistoire, l'humain a commencé à avoir un très gros impact sur les écosystèmes et notamment dans son déplacement, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que au début on n'était que en Afrique et puis qu'après les humains ils ont fait ploup 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 et ils ont embarqué avec eux leurs méthodes d'élevage, d'agriculture, etc. au fur et à mesure qu'ils les ont développées. Bien évidemment, il y a des zones où, où on n'est pas passé sur le côté agriculture tel que nous, occidentaux, on l'entend, mais ce serait faux de dire que l'agriculture n'existe pas dans les zones où, avec des tribus indigènes qui ont une civilisation différente de la nôtre, puisqu'ils ont également un impact sur leurs écosystèmes en reproduisant des plantes qui leur sont favorables, pas en faisant un champ, hein, parce que c'est un... Je sais que on nous le présente comme une grosse avancée, c'est plutôt une très grosse contrainte. C'est une des pires conneries de l'humanité que d'avoir inventé l'agriculture. Mais bon, écoutez, on a décidé de faire ça parce que du coup, tu es obligé de remplacer la nature dans la croissance d'une plante que tu pourrais avoir sans le moindre effort si tu laissais la nature faire. Et c'est en ça la différence entre les deux types d'agriculture. Mais donc du coup, oui, les humains, dès la préhistoire, ont eu un gros impact parce que, mais en vrai, toute population humaine a un gros impact sur les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Dans Breath of the Wild, on sait pas à quel point c'est vrai ou pas. Oh, mon chaton, mais il fait du bruit, tonton Luc. Oignon. Oignon. Ah, tu viens faire des câlins? Tu viens faire bonjour à la caméra, mon chat? Oh oui. Oh là là. Oh les ronds. Oh les ronrons. Bonjour la caméra. Bonjour. Oh les ronrons. Bah oui maman. Il y a du bruit. Il y a du bruit. Donc je vous présente Tylee. Alors attendez. J'ai mon casque qui a un souci. Hop, je l'avais coincé pour qu'il se mette bien. Mais du coup, avec le chat, ça m'embête. Oh là là. Je me demande si vous entendez le ronronnement en micro. Bref. Donc du coup, oui, là dans l'article Wikipédia, ce que ça dit, c'est que les humains ont eu un effet d'homogénéisation sur les écosystèmes. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais en même temps... Dans Breath of the Wild, est-ce que vraiment ça a un impact? On ne sait pas vraiment parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblait la population 100 ans auparavant. Et je ne suis pas archéologue, donc je ne m'aventurerai pas sur ces trucs-là. Par contre, si jamais il y a des gens qui s'y connaissent en archéologie, qui voient ce live ou qui voient sa rediffusion et qui ont envie de bosser avec moi sur le sujet, allons-y, hein. Moi je suis chaud pour avoir une interprétation archéologique du truc.
Mais là, tel quel, moi, je suis pas capable de le faire. Oh, oui, mon chaton. Oh là là. Oh, c'est les gros câlins. C'est les gros câlins. Bah oui, il fait froid dehors. Et dedans, il y a Luc qui fait du bruit. Oh non. Non. Oh non. Je suis désolée, je suis très distraite par mon petit chaton. Elle est tellement mignonne en même temps. Et c'est pas souvent qu'elle me demande des câlins. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Oh oui, mon chaton. Et en plus, là, je peux pas lui faire des câlins comme elle aime parce que je me mets pas comme il faut. Oh, bah oui, mon bébé. Franchement, j'espère que vous entendez les ronrons parce qu'elle me fait de sacrés ronrons. De sacrés ronrons. Ah, les théories en écologie du paysage. Alors, pour étudier et agir sur son sujet, le paysage comme l'écologie du paysage s'appuie sur les théories classiques de l'écologie. Elle a aussi développé un corpus théorique adapté à ses besoins, dont la théorie de la hiérarchie. Oui, mon chaton. Elle situe tout phénomène dans son échelle spatio-temporelle propre en partant du principe qu'il existe une corrélation entre échelle d'espace et échelle de temps, et que ce sont les vitesses de fonctionnement des phénomènes qui définissent les niveaux, le paysage étant un niveau d'organisation des systèmes écologiques pouvant... Oh là là... Bref, il y a une hiérarchie, quoi. C'est un peu ce qu'on disait quand on parlait de différentes échelles, l'échelle de la sauterelle, tout ça, là. Tu veux manger mon micro? Ça se mange pas, les micros. Alors après, on a la théorie biogéographique de l'insularisation. Oui, ça c'est hyper important. C'est ce que je vous disais par exemple tout à l'heure, effectivement, quand on parlait de connectivité, de corridors et tout, tu vas avoir des îles. En fait, typiquement, ça parle insularisation, on parle d'îles, on parle effectivement d'îles au sens littéral du terme, au milieu de l'océan, machin. En gros, tu pars du principe que l'île, elle est isolée du reste du monde, et que donc les espèces qui y sont, les communautés qui y sont, vont être isolées sur ce truc-là, que les propres espèces vont se développer, et tout ça. Enfin bref, il y a une dynamique très particulière sur les îles, mais tu peux voir les îles pas uniquement comme étant... mon bébé. Pas uniquement comme étant un bout de terre au milieu de l'océan, mais comme étant par exemple un jardin au milieu d'une ville, ou une plaine au milieu de la montagne, une clairière au milieu de la forêt. Et alors debout. Et du coup, le fonctionnement de cette île va forcément dépendre de la proximité avec un écosystème semblable, plus tu es proche et plus tu as d'espèces qui peuvent venir du continent, entre guillemets, une fois encore, on n'est pas forcément sur le terme continent au sens littéral. Oui, mon chaton. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Oh oui. Oh, oh, oh. J'espère que ça frotte pas trop avec le micro et que vous m'entendez correctement quand même, quand elle bouge. Que ça vous fait pas trop du grésillement. Donc ouais, les îles c'est hyper important parce qu'effectivement tu traverses pas la mer comme ça, quoi. Que ce soit une mer, que ce soit une montagne, que ce soit une forêt, peu importe, ça dépend de quelle espèce on parle, mais c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et du coup, ça amène des dynamiques qui sont vraiment très particulières. Dépendance d'échelle et de résolution spatiale, donc ça, une fois encore, on en a parlé avec la sauterelle. Théorie des perturbations, elle permet de modéliser et quantifier les perturbations à l'origine de l'hétérogénéité des milieux et ou de leur fragmentation. Ouais, alors du coup, je pense que ça peut valoir la peine de passer un petit moment sur qu'est-ce que c'est qu'une perturbation et qu'est-ce que c'est qu'un stress. Parce que les deux sont importants en écologie et les deux ne sont pas du tout la même chose. Un stress, ça va être une contrainte, mais continue. Par exemple, ça va être de la végétation en bord d'un étang ou d'une mer qui va régulièrement déborder. Ouais, ok. On va dire par exemple l'océan. L'océan, vous savez, il y a les marées hautes, les marées basses, et donc du coup, c'est un stress pour les espèces qui vivent sur l'estran. Donc l'estran, c'est la zone qui des fois est immergée, des fois non.
Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des espèces qui s'y installent, qui peuvent des fois être immergées et des fois non. Et donc ça, c'est un stress assez important. Soit pour les espèces aquatiques, c'est le stress de des fois il n'y a plus d'eau, soit pour les espèces terrestres, c'est le stress de il y a de l'eau. Voilà, donc un stress, c'est une perturbation qui est en continu, qui va vraiment avoir un impact tout du long du développement de l'espèce. La perturbation et le stress, c'est généralement quelque chose qui n'est pas très fort. Oh, et chaton, chou. Par exemple, l'eau monte certes, mais elle embarque pas tout avec elle, juste elle monte. La perturbation, par contre, c'est un impact qui est très fort, très violent et ponctuel. Oh, je t'emmerde avec mon micro, tu t'en vas? Oui. La perturbation, on est donc effectivement sur quelque chose de ponctuel et sur quelque chose de très très fort. Si je reprends l'exemple de la marée qui monte et qui descend, là ça va être le tsunami. Voilà. C'est pas juste que c'est sous l'eau, c'est que c'est embarqué, il y a du courant qui est fort, compagnie. Du coup, en perturbation, ça peut être peut y avoir le feu, peut y avoir effectivement tout ce qui est inondation, tout ça. Mais après, on va aussi considérer que la présence humaine est une perturbation. Alors la présence humaine n'est pas forcément une perturbation. Par exemple, s'il y a le feu à un endroit, t'as rasé tous les végétaux, et donc faut repartir de zéro. Vous vous souvenez au début quand je parlais des successions écologiques, où je parlais d'abord t'as un sol nu, puis après t'as de la mousse, après t'as des herbacées, après t'as des buissons, et puis après t'as des arbres, et puis après t'as un autre type d'arbre. Les successions écologiques, si t'as du feu qui vient raser ta forêt, tu repars au sol nu. Si t'as du béton, c'est pareil, tu repars au sol nu. Même si t'as eu du béton pendant 100, 200 ans, ou de la pierre, ou peu importe, tu vois. Donc du coup, en un sens, c'est un stress dans le sens où c'est en continu, voilà. Ça va pas être un truc ponctuel, mais en même temps, à partir du moment où l'humain se retire, ça va avoir un effet similaire à une perturbation, puisque tu repars à un niveau zéro, on va dire ça comme ça. Et en fonction de la perturbation, ça peut faire prendre une direction complètement différente à l'écosystème qui est en place. Par exemple, un truc tout con. À côté de chez moi, il y a une colline vachement pentue là. Il y a un des flancs de cette colline qui était complètement couvert de ronces. Moi je trouvais ça hyper chouette, parce que j'aime bien la ronce, mais c'était vraiment juste de la ronce. Il n'y avait que ça. Tout en bas, du coup, au bord du chemin qui fait le tour de la colline, il y avait un petit peu d'autres plantes et tout. Et il y avait un pauvre pied de houblon. C'est tout. Genre vraiment. Le houblon, ça fait une liane. Et il était tout petit, vraiment. Et il y avait quelques plantes, il y avait un peu d'ortie, un peu de mélisse, mais juste au pied du truc. Sinon, c'était vraiment juste de la ronce qui domine. Sauf que c'est un terrain municipal et les employés de la mairie ont rasé cette ronce. Alors moi, au début, ça m'a foutu un sacré coup au moral, notamment parce que j'avais prévu 3 mois plus tard d'attendre la bonne période pour aller à la chasse aux phasmes, en espérant qu'il y en avait. S'il y en avait, il y en a plus. Hein, mais du coup, au début, de voir ce magnifique mur de ronces complètement nu, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps que la ronce repousse, y a d'autres plantes qui ont un petit peu pu se développer plus, et notamment le houblon. Et donc maintenant, il y a un magnifique patch de houblon. Alors la ronce est revenue, hein, elle n'est pas au stade auquel elle en était, parce que plusieurs années pour que ça fasse un truc aussi dense. Mais en tout cas, il y a d'autres plantes qui ont pu un petit peu prendre le dessus. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans de nombreuses perturbations, ou quand il y a un nouveau type de stress qui s'installe, ou des trucs comme ça. Voilà, ça va potentiellement changer la dynamique du lieu, et donc du coup c'est en ça que c'est hyper important d'étudier les perturbations qui sont présentes sur le lieu, parce que déjà ça peut donner un indice temporel, hein. On parlait dans Breath of the Wild de la guerre qui a eu lieu il y a 100 ans, que quand on regarde les traces de la guerre, on n'a pas l'impression que ça fait 100 ans, on a l'impression que ça fait 20 ans tout au plus, donc bizarre.
Mais en vrai, en fonction du type de perturbation, ça peut être hyper intéressant aussi de... Bref, voilà. Théorie de la percolation. Alors appliquée au flux de gènes de matière d'individus au travers d'un paysage, elle permet de décrire en termes géométriques les notions de connexion et de seuil de percolation dans l'espace et dans le temps. Bon, voilà, ça parle de génétique. J'ai fait un peu de génétique, j'ai un peu des bases. Je vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous expliquer des trucs de génétique parce que je pense que j'ai trop raconté de la merde. Et en plus, dans le cas de Breath of the Wild, je pense qu'on en a rien à foutre. Puisque là où c'est intéressant la génétique, c'est que... vous vous souvenez quand je parlais d'îlots, par exemple, et de corridors et tout ça, c'est que forcément si tu as une même espèce qui se retrouve complètement séparée, quand les individus de cette espèce vont continuer à se reproduire, et potentiellement il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des changements comportementaux, il peut y avoir des trucs comme ça. Et petit à petit, en fait, ça peut devenir deux espèces séparées. Genre, si tu les remets ensemble, elles vont plus être capables de se reproduire ensemble, ça va plus forcément fonctionner, et ça va devenir deux espèces complètement séparées. Mais en même temps, le risque de ça, c'est que potentiellement tu as de la consanguinité qui peut s'installer, et donc tu peux avoir une dérive génétique, et ça peut amener à l'extinction de l'espèce à cet endroit-là, parce qu'il n'y a plus de renouvellement génétique. La migration, c'est hyper important dans le renouvellement génétique et pour le maintien d'une espèce. Les gens qui sont anti-migration, je suis désolée, ce que vous voulez, c'est de la consanguinité, et ça s'appelle on est tous morts. Mais bref, du coup, c'est en ça que l'étude de la génétique, c'est super important quand tu fais de l'étude des paysages dans la vraie vie. Dans Breath of the Wild, je vais pas vraiment pouvoir prélever les individus pour venir faire une étude de leur gène, tout ça. Oh non, ça fait peur. Oh là là. Pardon, il y a mon chat flubé. Bah oui, Tylee. Ah oui. Planque-toi, tiens. Donc voilà. Du coup, ça c'est un truc qui ne va pas forcément nous concerner, mais qui est effectivement extrêmement important quand on fait de l'étude des paysages. De ces théories et modèles en découlent d'autres. La fragmentation des... Qu'est-ce que tu fous, Taille ? Ah forcément, il y a un chat qui arrive, ça devient le chaos. La fragmentation des formes et des structures éco-paysagères, donc ça c'est quand on parlait des îlots, des machins, en fait on appelle ça la fragmentation, puisque notamment si on prend un paysage comme la France, fut un temps, la France c'était une forêt, voilà. C'était il y a un temps très lointain, mais en dehors des zones type montagneuses et compagnie, où on a déjà parlé, l'altitude, il n'y a plus de forêt, machin, on était juste sur une forêt ininterrompue. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Je pense que si vous avez déjà pris la route pour sortir de la ville où vous habitez, vous avez pu constater que on n'était pas sur une forêt en continu. Et ça s'appelle la fragmentation. Voilà, c'est la fragmentation des écosystèmes. Du coup, maintenant, les espèces ont besoin de traverser d'autres écosystèmes pour essayer d'espérer arriver de nouveau dans un écosystème qui ressemble à leur truc d'origine, quoi. Et donc du coup la connectivité qui va avec, l'hétérogénéité, bien sûr, on en a parlé maintes et maintes fois de l'hétérogénéité, on va continuer à en parler quand on va parler de paysage. L'hétérogénéité de plein de trucs, l'hétérogénéité d'espèces, d'écosystèmes, d'âge, de relief, de plein de... même hétérogénéité spatiale, enfin bref, plein de trucs. L'intégrité écologique, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, c'est quand un truc est pas fragmenté, quoi. Enfin bref, on revient toujours sur le source puits. Oui, voilà, ça c'est une fois encore, c'est quand on est sur des notions de génétique, machin, de connectivité entre les populations d'une même espèce. Voilà, en gros, des exemples. On est quand même sur des exemples de c'est vachement fragmenté, quoi. Alors la recherche. Ouais, les critiques, blablabla. Bon, voilà, on a globalement fait le tour de l'article Wikipédia. C'était pas forcément non plus... tiens, géoconfluence, ça peut être plus intéressant, ça. Qu'est-ce qui s'y dit ? Ah. Pas grand-chose. Ouais. Là, mais on va être toujours sur quelque chose qui est plutôt genre concentré sur la fragmentation et tout. Ouais, en gros, on va continuer à tomber sur des trucs un petit peu vagues. Je pense que d'ici la prochaine fois, soit je réussis à mettre la main sur le bouquin
qu'on a vu ensemble, soit je réussis pas. Si je réussis, et ben on continuera à un petit peu se baser dessus pour voilà, développer notre protocole. Si j'arrive pas à mettre la main dessus, en fait le truc c'est que techniquement, vous voyez, tiens, est-ce que je l'ai toujours? Oui, je l'ai toujours. Hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, si je vais sur Google Scholar par exemple, et que je vais ici, oh putain, citer 5240 fois, ça fait quand même beaucoup de fois. Vous voyez, si je vais sur les trucs qui le citent, il y a des chances que je tombe sur des articles qui utilisent une méthode qui s'inspire de ce qui est dit dans ce bouquin-là. Et donc du coup, moi, en allant lire... Oui, mon chaton. En allant lire ces articles-là, eh ben, je peux avoir un truc qui me permet de... Ça revient au même, quoi, en gros. Sauf que, bon... Eh, taille, t'es pas en train d'essayer de pisser sur mes affaires, hein. Donc du coup, oui, en lisant des articles, effectivement, ça pourrait me permettre d'en déduire un protocole et tout. Mais en fait, j'ai déjà des protocoles. Je fais ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche, pour creuser un petit peu plus l'écologie du paysage et tout. Mais en vrai, j'ai pas eu mon diplôme dans un Kinder Surprise. Je sais déjà ce qu'on va faire. Et je le fais plus pour le principe, parce que c'est toujours important de faire de la biblio avant de faire un projet de recherche, que vraiment parce que j'en ai besoin. Donc si je réussis à trouver le bouquin, on continuera à étudier le bouquin. Si je réussis pas à le trouver, on essaiera peut-être de regarder un petit peu là, dans les 5200 résultats. Déjà, est-ce que si je trie... Ouais, ok. En moins de 5 ans, on a que 1200. Bon, on verra si on réussit à trouver des choses qui nous intéressent là-dedans. Mais je pense, il est 18h30, on va arrêter les frais, je vais arrêter de blablater dans le vide, ça va faire 1 heure que je dis pas grand-chose, que ce live ne sert plus à grand-chose. Donc bon, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir regardé pour les gens qui m'ont regardé. Merci d'avoir regardé le replay pour les gens qui ont regardé le replay, en espérant que cette fois, je pourrais bel et bien mettre le truc en replay. Et puis bah, je vous dis à mercredi prochain. N'hésitez pas à venir regarder le live si jamais vous m'avez regardé en replay, ou à regarder le replay si vous ratez le live. Bref, je tourne en rond. Vous allez vite vous rendre compte que je fatigue vite et que je raconte de la merde quand je suis fatiguée. A plus!